Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants et chers partenaires, soyez les bienvenus à ce séminaire du LASPAD et c'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre du premier cycle de séminaire du programme FACE, qui est une initiative scientifique portée par le LASPAD et pensée comme un espace de réflexion critique sur les transformations contemporaines de nos sociétés. Je suis Adja Aminata Cissé Diop, je suis doctorante en sciences politiques et en même temps chargée de projet genre au sein du laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora. Comme je disais, le programme FACE s'inscrit dans une ambition claire, introduire en tout cas une lecture critique féministe, intersectionnelle des réponses nationales et transnationales qui est aujourd'hui apportée en tout cas aux impacts sociaux, économiques, politiques de la COVID-19 en Afrique. Donc, ce qu'on peut dire globalement, c'est que c'est un programme qui a contribué globalement à structurer un réseau de recherche, d'action, en tout cas capable d'alimenter les politiques publiques post-COVID-19 à partir d'une approche attentive aux inégalités de genre et aux rapports de pouvoir. Et c'est dans cette dynamique-là que s'ouvre aujourd'hui notre cycle mensuel de séminaires qui est conçu comme un espace durable de production intellectuelle, dialogue interdisciplinaire et de circulation, en tout cas, des savoirs. Alors, le séminaire de ce jour s'inscrit plus précisément dans l'un des axes de recherche portés par le LASPAD, précisément l'axe matriarcat, afroféminisme et genre. Donc, le thème qui nous réunit globalement aujourd'hui s'inscrit dans le même cadre. Donc, c'est un axe qui est particulièrement fécond et qui nous invite à revisiter en tout cas certaines lectures dominantes de l'histoire africaine, à questionner les catégories, par exemple, importées d'analyse du pouvoir, à remettre au centre les expériences, les savoirs, les trajectoires en tout cas des femmes africaines. Donc, le thème qui nous réunit aujourd'hui est à la fois ambitieux, mais surtout nécessaire. Donc, ce sont les pouvoirs féminins d'hier à aujourd'hui, l'Afrique matriarcale. Derrière cette formulation se posent en tout cas plusieurs interrogations majeures. Que recouvre réellement l'idée d'Afrique matriarcale? Parle-t-on de matriarcat? Parle-t-on de matrilinéarité, de centralité sociale du pouvoir des femmes ou de formes spécifiques, en tout cas d'organisation du pouvoir? Quel rôle ou les femmes, par exemple, ont historiquement occupé dans les sphères politiques, économiques, spirituelles, symboliques. Voilà. Comment les ruptures liées à la colonisation, par exemple, aux recompositions religieuses, comme l'ont si bien mentionné certains dans les commentaires lorsqu'on a lancé la communication de ce séminaire, et surtout des mutations institutionnelles, comment tout cela a transformé, en tout cas, ces équilibres. Et surtout, que nous disent les héritages sur les débats contemporains aujourd'hui qui sont relatifs à la citoyenneté, à la représentation politique et à l'égalité. Et comme tout le monde le sait, l'histoire politique du continent est souvent racontée à travers des figures masculines. On nous parle très souvent de patriarcat. Je pense que l'intervenante reviendra essentiellement sur ça. Et en tout cas, c'est un séminaire qui va nous permettre, je pense, de revisiter globalement cette mémoire et de voir est-ce que ce n'est pas donc ça ne se limite pas seulement à un exercice de nostalgie, mais plutôt à une exigence scientifique et politique. Alors, pour ouvrir cette réflexion, nous avons l'immense honneur d'accueillir professeur Penda Mbao. Bonjour professeur. Oui, bonjour Aminata, ça va? Ça va très bien, professeur. Votre introduction est si brillante que je me dis, écoute, est-ce que j'aurais encore quelque chose à dire par rapport à cela? Je suis convaincue que vous avez plusieurs choses à nous dire. Alors, la présentation de votre biographie, en tout cas, nous permettra en tout cas de savoir que vous avez beaucoup de choses à dire. Alors, juste pour vous présenter très rapidement, professeur Penda Mbao, elle est enseignante-chercheur au département d'histoire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et elle est spécialiste de l'histoire du monde musulman médiéval, du soufisme, des rapports entre femmes et islam, ainsi que globalement des questions de citoyenneté, démocratie et gouvernance en Afrique. Elle a été ancienne ministre de la Culture, elle a également été représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie de 2012 à 2024. Elle est intellectuelle de référence, elle a collaboré avec de nombreuses institutions africaines et internationales, parmi lesquelles Codesria, PNUD et plusieurs fondations en tout cas qui sont engagées sur les questions de paix, de leadership et de gouvernance globalement.
Donc, c'est une figure essentiellement reconnue de la société civile sénégalaise et africaine et elle dirige également un mouvement citoyen centré sur le leadership intellectuel et politique des jeunes. Donc, ces distinctions nationales, internationales témoignent en tout cas de l'ampleur de son parcours et de son engagement. Donc, avant de céder la parole à notre invité, permettez-moi de rappeler brièvement le déroulé de cette séance. La première partie sera consacrée en premier à la communication de professeur Penda Mbow pour une durée de 30 à 45 minutes. Et à l'issue de cette présentation, nous ouvrirons un premier temps d'échange avec quelques questions de la modération avant de passer à la séquence de questions-réponses avec le public. Nous vous invitons donc, invitons en tout cas l'ensemble des participants et participantes à rester mobilisés jusqu'à la fin de la séance et à préparer leurs questions ou observations. Maintenant, pour une meilleure organisation, les questions pourront être transmises de manière concise dans le chat tout au long de l'intervention. L'équipe technique se chargera bien évidemment de les regrouper et de nous les transmettre pour la discussion finale. Maintenant, pour les prises de parole directes, nous vous remercions de respecter un format bref, concis, afin de permettre le plus grand nombre d'interventions pour tout le monde. Donc, 1 minute maximum pour les questions, 1 minute 30 à 2 pour une intervention commentée. Nous comptons en tout cas sur l'esprit de concision de tout le monde afin de garantir des échanges qui soient riches et dynamiques. Donc, sans plus tarder, professeur, nous vous cédons la parole. Je vous remercie, c'est avec beaucoup de plaisir et de joie que je passerai cet après-midi avec vous autour d'échanges fructueux, parce que je sais à vous entendre que vous-même vous avez beaucoup réfléchi à la question et nous allons tout simplement essayer de voir par rapport au sujet que vous posez véritablement cette mutation ou ces changements qui interviennent surtout par rapport au pouvoir, au leadership de la femme. Moi, je suis historienne. Et qui dit historienne, et surtout historienne du Moyen-Âge musulman européen, qui dit histoire, dit une réflexion à partir des faits, mais surtout des faits sur la longue durée. Et au fond, parler de la femme sénégalaise, de la femme africaine, de la femme sur notre continent, c'est parler tout simplement du continent africain. Parce que il y a au cours de l'histoire et depuis très longtemps une fusion, ou en tout cas une fusion entre l'image de la mère, la figure de la mère, la femme, le continent, et c'est ça qui fait, c'est le seul, peut-être l'unique continent, en tout cas le continent le plus important, qui est forgé à partir même de la femme et de l'image de la femme. J'y reviendrai. Et on ne peut pas parler, et nous avons besoin d'une réflexion de mon point de vue global pour permettre de tracer une trajectoire et qui nous permet petit à petit d'atteindre un leadership égalitaire, un leadership transformationnel, un leadership moderne, mais ce leadership a existé au cours de l'histoire et je vais essayer de changer, de transmettre ce que j'ai en tout cas compris de ce leadership. Donc, on peut à partir des études historiques remonter aussi loin que possible, c'est-à-dire le néolithique. Le néolithique, c'est 4001 avant Jésus-Christ. Et le néolithique, pour appréhender le sujet, ce continent se trouve aux antipodes des civilisations indo-européennes fondées sur le patriarcat. Il y a une très grande différence entre nos civilisations. Et c'est au cours de l'histoire, à mon introduction, que l'Afrique a subi des fonds d'acculturation et a un impact par rapport au statut de la femme et qui s'inscrivent sur une très longue durée. Je donnerai des exemples au cours de ma présentation justement sur ces fonds d'acculturation. Par exemple, l'islamisation, la colonisation ont modifié le statut de la femme dans les sociétés africaines. C'est pourquoi la redécouverte de l'histoire dans ces différentes périodes permet de construire un discours émancipateur. On ne peut pas, à mon avis, trouver les arguments pour changer le statut de la femme sans se référer à l'histoire. Et c'est vrai, je me dis que l'histoire, dans ces différentes périodes, permet de construire ce discours émancipateur et chaque moment de l'histoire marque un discours sur la femme, mais aussi des attitudes et des actes.
Il en est ainsi de l'Antiquité au XVIIIe siècle, au contact avec l'Occident, à la traite négrière, la pénétration coloniale où on note l'implication des femmes dans les luttes de résistance, surtout chez les femmes appartenant aux classes supérieures. De façon générale, les Africaines vont prendre une part décisive dans les luttes pour l'indépendance et la colonisation, mais aussi dans les luttes démocratiques de façon générale. Alors, si on doit parler de tout cela, nous devons nous arrêter aussi sur une réflexion afroféministe qui nous a permis d'interroger ces rapports hommes-femmes et les concepts qui leur sont associés. Par exemple, la réflexion d'une femme que je respecte beaucoup, nous avons toutes été abreuvées par un débat qui se sont tenus au Conesria depuis que nous sommes entrés dans l'université. Et il y en a une du nom d'Ayoren, qui est une Nigériane qui vit aux États-Unis, et c'est très important ce qu'elle dit. Pour moi, son discours est centré sur les expériences de femmes africaines et une épistémologie africaine en remplaçant l'universel abstrait par le principe de l'Ubuntu. Ubuntu, tout le monde sait ce que c'est. Ubuntu, c'est la référence à l'autre, la dimension de l'altérité, le rôle de l'individu en tant que tel. Et Ubuntu renvoie aussi à un concept que nous connaissons bien ici au Sénégal. C'est le président Senghor qui a eu à vulgariser ce concept. Nit moy garabu nit, l'homme est le remède de l'homme. Donc elle réfute le fait selon lequel les personnes ne sont définies humainement qu'à travers l'humanité des autres. Et là aussi, nous devons nous rendre compte que des penseurs, des chercheurs comme Hannah Arendt, par exemple, que nous connaissons sur la condition humaine, elle-même réfute une vision essentialiste de la femme. On dit la femme, elle est comme si elle dit il n'y a que la condition humaine, il n'y a que l'être humain. Donc, c'est vrai que toutes ces notions veulent placer la femme dans l'égalité entre hommes et femmes, mais au-delà même de cette égalité, que la femme, il n'y a aucune différence entre elles, à partir du moment où elle participe de la condition humaine. Alors, la colonisation a imposé une conception binaire du monde et importé le genre dans différentes régions d'Afrique où la logique sociale était celle de la seniorité. Ça aussi, ça me renvoie toujours à Ubuntu. Vous savez, moi, personnellement, je ne suis pas une adepte véritablement du concept genre, même si je reconnais que le concept a été usité et assez permis aux femmes d'avancer dans leur lutte et leurs revendications, parce que moi, je suis pour le concept féministe. Par l'établissement de la binarité, la colonisation a institué et légitimé la domination masculine. Quant à la décolonisation, elle a laissé en place les structures du pouvoir. La colonialité des relations hommes-femmes s'est maintenue et a même été intériorisée par beaucoup d'intellectuels ainsi que par les politiques africains, les hommes politiques. Alors, dès lors, comment la réflexion s'est structurée et s'est organisée? Et c'est là où le rôle des historiennes, je ne parle pas des historiens, mais surtout des historiennes, les anthropologues femmes, les juristes afroféministes mettent en lumière la flexibilité en matière de sexualité dans l'Afrique précoloniale, de même que la large présence des femmes dans des positions de pouvoir politique, économique, spirituel. Et ces chercheurs proposent de centrer leur réflexion sur le passé, non pas pour y revenir, mais pour lutter contre les différentes formes d'oppression. Alors, l'un des textes, à mon avis, incontournables à la compréhension des réalités est publié par l'anthropologue nigériane Ifi Amadoume, auteur de Male Daughters, Female Husband, paru en 1987. Et Ifi Amadoume fait partie des femmes chercheurs qui sont affiliées au Codesria et qui ont été parmi les premières à poser
le problème de la recherche féministe au Codesria. Donc, dans son travail sur plusieurs sociétés traditionnelles, elle souligne des points essentiels. Une organisation sociale sur les deux sexes et une langue ne distinguant pas le féminin du masculin. Cela a permis la normalisation des rôles. Et c'est important ça. Je trouve que dans des conceptions, une vision, une réflexion où on ne distingue pas l'homme de la femme, où on nous renvoie à notre condition humaine, est essentiel si nous voulons retourner vers une certaine forme d'égalité. Une autre parmi les chercheurs seniors du Codesria, je pense à notre aînée Fatou Sow, elle pense, et je la cite, personnellement, que la base matriarcale a laissé des indices. On est frappé de la centralité des femmes dans l'organisation sociale, leur contribution à la reproduction des familles, à leur entretien domestique, à l'éducation et à la transmission des valeurs culturelles, l'utilisation de leurs connaissances et compétences indispensables au développement économique des sociétés et leur charge sociale et morale. Par exemple, elle estime que dans les xew, de façon générale, qu'on organise de toute nature, dans la société, les femmes occupent une place telle que c'est là où elles exercent le véritable pouvoir aujourd'hui. Les femmes ont occupé une telle place dans les structures précoloniales aussi que celles-ci n'ont pu les marginaliser dans la gestion des affaires et du public. D'où la présence de toutes les femmes fortes et la valeur de ce qu'elle appelle notre matrimoine, à l'opposé à patrimoine, malgré leur invisibilisation dans les mémoires, la rivalité dans les précessions masculines. Alors, je l'ai toujours regretté, je l'ai toujours dénoncé, c'est que les femmes sont exclues de façon générale de la mémoire collective. C'est maintenant avec les luttes, le fait qu'on se batte, qu'on revient, que les femmes reviennent dans ce patrimoine, et on l'a vu, le baptême des rues tout récemment à Dakar a suscité un débat important chez les femmes leaders. Elles disent que pour les rues, pas une seule femme, toujours des hommes, des hommes, des hommes, des hommes. Il faut aller dans les musées pour analyser et étudier si les femmes sont présentes dans les musées, qu'est-ce qu'elles représentent dans les musées, les figures féminines, et tout ça, ce sont des débats, même si elles ont joué pendant très longtemps un rôle de premier plan. Les femmes ont été centrales, mais n'ont jamais été égales. Elles ont rarement accédé au niveau suprême du pouvoir, mais y étaient-elles attendues, se demande-t-elle en fin de compte. La nécessité de réécrire l'histoire, car la mémoire collective, ce que je disais, gagne systématiquement les femmes, devient un impératif. La femme est présente, infiniment présente sur l'ensemble des scènes domestiques, économiques, intellectuelle et même ludique de la société, la femme est là. Ordinairement requise par ses tâches quotidiennes, elle participe aussi des événements qui construisent, transforment ou déchirent la société. Du haut de l'échelle sociale, elle occupe l'ensemble des espaces, sauf sans doute celui de la guerre. Mais là, on peut aussi relativiser parce que quand on prend le cas du Bénin, du Dahomey, de l'Empire du Dahomey avec les Amazones, elles ont occupé les places de la guerre. Certaines figures sur lesquelles je reviendrai, je pense à Ngoné Latyr, qui a été à la tête des troupes pour diriger justement le royaume de son père, le Baol. Ou si on prend Sarah Winya, qu'on retrouve au Niger, et Maître Ondo a fait un film remarquable, fantastique sur Sarah Winya. Alors, toutes ces femmes ont joué un rôle de premier plan, où on prend les Linguère du Wallo, etc. Donc, il y a là un travail à faire. Seulement les mouvements de libération ainsi que les événements factuels et culturels, les fractures religieuses vont changer le statut des femmes, donc redessiner les contours de leurs relations. Alors, pour revenir à l'histoire et partir justement de la citoyenneté. La quête d'une citoyenneté égalitaire nous a ouvert la voie de l'action, adossée à la recherche.
Nos moyens d'action portèrent sur l'interpellation, la dénonciation, l'initiation de pétitions, l'organisation de débats dans les médias et la création du premier mouvement citoyen. Ça, c'est mon expérience du Sénégal et peut-être même de l'Afrique. Il est évident que cette partie devait tenir compte des aspects universels. Faut-il rappeler que la démocratie moderne, née en France de la Révolution, est politiquement sexuée? De cette contradiction entre égalité, universelle et division sexuelle des pouvoirs naît ce qu'on peut appeler le féminisme, qui est un agent de modernisation de la société. C'est un agent décisif de la modernité. Le mouvement contemporain des femmes le prolonge et l'actualise. Toute leur histoire devrait être écrite en fonction de l'articulation changeante de leur forme de pouvoir, symbolique et réelle, théorique et pratique. Voici quelques-unes des interrogations formulées à juste titre dans les sphères politiques, économiques, culturelles, familiales. Les femmes ont-elles exercé un pouvoir? Quel pouvoir? D'influence ou de décision? Leur quasi-absence du pouvoir politique signifie-t-elle indifférence ou exclusion? Pour les femmes, quelle expérience, quels changements se sont produits de l'Antiquité à nos jours? Y a-t-il une spécificité du politique? Le contexte global de l'évolution des idées et de mouvements d'émancipation de la femme doit déboucher sur la conceptualisation de la place de la femme, des femmes dans les grandes théories politiques. Avec quelles personnes et ressources avons-nous réussi à appréhender la situation des femmes en général et des femmes africaines en particulier? L'engagement militant en faveur des droits humains et particulièrement des droits des femmes n'était pas mis à l'honneur. Depuis plusieurs décennies, nous sommes devenus des activistes sociales, une activiste sociale et politique sans répit, préoccupée par le combat contre les injustices et les préjugés qui affectent toutes nos sociétés, et notamment les sociétés en voie de construction telles que la nôtre. Les systèmes traditionnels politiques et religieux ont donné naissance à certaines formes de féminisme. Par exemple, les Africaines, ça c'était le néolithique, ont découvert l'agriculture, imposé la sédentarisation, le système matrilinéaire de transmission des droits, joué des rôles de prêtresses. Nos sociétés ont donné des reines, une survivance du matriarcat. Les femmes étaient autrefois des autorités religieuses et des membres puissants respectés de leur communauté. Quand on prend par exemple le cas de la société sérère, le panthéon sérère, vous allez retrouver par exemple chez le révérend père Henri Gravran, dans son ouvrage Tchossan, qui est préfacé par Léopold Sédar Senghor. Et que dit par exemple, que dit-on sur ces femmes? Les femmes dans le panthéon sérère, on dit Ngoro Neusen. Ngor, Dieu est un homme. Ngoro Roksen. Rok, on dit Rogo Ngorsen. Rogo Neusen. Ça veut dire que Neu, la femme, elle est aussi au sommet du panthéon. Et tout le savoir traditionnel est entre les mains des femmes. D'ailleurs, on transmet le savoir ésotérique par le sein. C'est la mère qui donne ce savoir à son enfant. Donc, il y a des autorités qui sont respectées et il suffit de se plonger brièvement dans la bibliographie sur le sujet pour apprendre que dans les territoires comme l'actuel Cameroun ou la Sierra Leone, les femmes étaient chefs de leur clan et de leur village. Elles ont mené des migrations zoulous en Afrique du Sud au 19e siècle et ont formé leur propre escouade dans la redoutable armée de l'empereur Tchaka. Des femmes imposaient aussi, je l'ai dit tout à l'heure, aussi la garde, composaient aussi la garde personnelle du roi du Dahomey, l'actuel Bénin. Ce sont les Amazones. Il est également possible de s'informer sur les célèbres reines guerrières africaines telles que Ya Asentewa de l'Empire Ashanti, actuel Ghana, et de Ngolo Anazinga Mande des royaumes d'Ongo et Matamba, actuel Angola. Nous, quand nous étions à seconde, le Baba Kake, qui était un grand historien guinéen qui vivait en France, qui est décédé, était venu
et avait donné une conférence mémorable au lycée Van Vollenhoven sur Nzinga, la reine du Matamba. Et après avoir parlé de Nzinga de long en large, il a conclu en disant que Nzinga était-il un homme ou était-il une femme? Il était un homme, il était une femme, tellement cette femme en imposait au cours de l'histoire. Donc, Sarawinia Mango, reine de la communauté Asna actuelle Niger, idéalisée par des légendes qui se mêlent au folklore, au fil des temps, nous ne pouvons ignorer que le pouvoir politique était détenu par des reines égyptiennes telles que Cléopâtre, Nefertiti, Hatshepsut, la Nigérienne Amina de Kano, la Mauritanienne Dakhia Al-Kahina, la Mauritanienne, mais elle était Al-Kahina sur pratiquement tout l'espace jusqu'en Afrique du Nord, Al-Kahina ou la princesse Yenenga du Burkina Faso, les reines Djambot, Mbodj et sa sœur Neteyalla, qui ont vécu au 19e siècle. Avant la colonisation, les femmes assumaient des fonctions bien plus importantes, même là où les hommes étaient en général plus puissants, les femmes avaient du pouvoir. Alors, je signale quelque chose d'important, que les fondations des villes, des villages, même les migrations des tribus se sont faites sous la houlette de femmes. Je cite un exemple. Là, par exemple, l'histoire des Baoulés. Les Baoulés qui ont été menés justement par la reine qui a quitté, comment on appelle ça, le Ghana actuel pour aller en Côte d'Ivoire. Et quand elle a sacrifié son fils, c'est comme l'histoire de Yacine Boubou, son fils, et quand il a dit Baouli, l'enfant est mort, ça veut dire Baouli, c'est ça qui a donné le peuple des Baoulés de Côte d'Ivoire. Yenenga, on le voit avec l'étalon du Yenenga, c'est une femme qui allait justement à la rencontre de son fiancé, monter sur un cheval, etc. Donc, il y a beaucoup de mythes autour de la femme. Et toutes les villes, tous les villages. J'ai donné un exemple, je donne ici au Sénégal seulement. Vous prenez par exemple, les villes. Kaolack, c'est Mbose Koumba Djigen. Rufisque, c'est Mam Koumba Lamb. Saint-Louis, c'est Mam Koumba Bang. Vous allez dans les villages partout. Les totems, ce sont des femmes, ce sont des survivances en fait de ce matriarcat. On peut aussi dire les changements sont intervenus. On parle du colonialisme qui s'est accompagné du christianisme qui contenait l'idée de la soumission de la femme, mais l'islam aussi a beaucoup modifié le statut de la femme. Toutes les religions monothéistes nous viennent du fond patriarcal indo-européen. Par exemple, quand on prend l'histoire de notre région dans le monde berbère jusqu'ici, on prend les textes arabes jusque des auteurs comme Al-Bakri, Ibn Battuta, etc. Surtout Al-Bakri. Al-Bakri a inscrit dans ses témoignages le rôle de la femme auprès de sa famille. Et il dit, Al-Bakri, voilà des coutumes étranges parce que le pouvoir, tout se transmet par la mère et l'enfant appartient pratiquement à la mère parce que quand on est sûr d'être ce qu'il donne comme réponse, de connaître sa mère, mais on n'est jamais sûr de connaître son père. Ce qui explique, ça c'est le fondement même du système matrilinéaire dans nos sociétés. Tous les droits sont transmis par la femme. Et qu'est-ce qui a changé? Quand on voit aussi les textes, au fur et à mesure que l'islamisation s'approfondit, la figure de la femme disparaît petit à petit de ces images. Ça veut dire que, au fur et à mesure que nous entrons dans d'autres faits, nous nous retrouvons avec un changement du statut de la femme, plus le patriarcat s'impose, même jusqu'à présent, il y a des résistances par rapport à cela. Et la meilleure forme de résistance que je donne en général, c'est quand on prend Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme, vous allez dans la rue, tout le monde connaît le nom de sa mère, Mame Diarra Bousso, qui a un culte d'ailleurs dans le mouridisme. Et ça, il y a une ressemblance entre cette femme et ce qui se passe en Iran, dans la ville de Qom, avec la femme Fatima Nassir.
il y a tout un culte. Au soir, j'étais en Iran, je suis allée à Qom visiter Qom. Je voyais que le tombeau de Fatima Nassir était le tombeau le plus visité et je voyais quelqu'un qui avait un bébé qui venait de naître. Le père est venu chercher la baraka au tombeau de Fatima Nassir en emmenant le bébé qui venait de naître. Vous voyez, et ce sont des femmes. Je prends aussi toujours l'exemple de Tombouctou en disant qu'à Tombouctou, le puits de Tombouctou, c'est Tombouctou, c'est le nom d'une femme qui a été donné à la ville de Tombouctou. Et il n'y a pas une ville plus musulmane que celle-là. Pourquoi? Parce que Bouktou était une femme qui avait creusé un puits. Le puits en arabe, ça veut dire tin, et qui avait creusé un puits. Et au cours, quand les caravaniers passaient, ils disaient, nous allons au tin de Bouktou, donc le puits de la femme Bouktou, et c'est ce tin Bouktou qui a donné la ville de Tombouctou. Donc il y a eu tous ces éléments. Et la résistance de la femme par rapport face à la transformation de leur statut est réelle. La substitution du système matrilinéaire par le patriarcat indo-européen a connu de la résistance au cours de l'histoire. Ainsi, les femmes se sont emparées de la revivification de l'islam africain en investissant l'islam populaire. Nous avons étudié le phénomène avec mon ami et collègue Eva Rosander de Uppsala, de l'université de Uppsala. Et ce qui m'amène aujourd'hui maintenant à parler de la sphère privée, la religion, comment appréhender la situation de la femme. À partir de notre expérience personnelle, nous pouvons appréhender cette question et notre réflexion sur le féminisme découle du legs de nos aînés. La trajectoire intellectuelle du Sénégal, certaines rencontres décisives et notre implication dans différentes luttes ont fait éclore en nous et de façon précoce une série de questionnements qui ne trouvent pas forcément de réponse. La génération Présence africaine, la maison d'édition fondée en 1947 par Aline Diop, cette maison d'édition a largement contribué à l'éclosion de notre réflexion. Alors, il y a des ouvrages qui sont des références pour tout féministe africain, sénégalais particulièrement, et parmi ces ouvrages, je peux citer quelques-uns. C'est l'ouvrage de Cheikh Anta Diop sur l'antériorité, justement, l'antériorité de l'Afrique noire et la place de la femme, la question de la femme dans la pensée marxiste-léniniste chez les communistes africains, comme le Parti africain de l'indépendance de Majmoud Diop, et le système matrilinéaire de transmission des pouvoirs par le linguiste Pathé Diagne, qui a une très belle métaphore, c'est un bâton maternel qui a tracé le site. Et tout récemment, j'ai reçu, par exemple, une vidéo très ancienne, une vidéo de Senghor, qui parlait de la femme noire et ce qu'elle représentait. Peut-être que je pourrais même partager la vidéo avec Aminata quand on aura terminé. Et tout cela, ce sont des hommes qui ont déjà pensé la femme parce qu'ils savaient que la femme était le centre de la culture africaine. Et nous devons connaître leurs œuvres, nous appuyer sur leurs œuvres pour aller en profondeur dans la réflexion. Alors, ce contexte de débat intellectuel exceptionnel a forgé notre prise de conscience. Nous allons essayer de jauger la problématique à partir de deux éléments. Les pouvoirs féminins dans un contexte de suggestion et d'infériorité et la réflexion féministe en islam. La prise de conscience naît d'une injustice façonnée par le système de stratification sociale. Le dur labeur de nos mamans qui s'épuisaient dans les travaux ménagers et les maternités, le manque d'eau potable, l'insuffisance de l'énergie, le poids de la société, la tyrannie de la belle famille, les pratiques très défavorables aux femmes et qu'on justifie par la religion. On peut citer la violence générée par la polygamie, la viduité, le veuvage, etc. Et comment libérer la femme? Cela signifie avoir accès à la connaissance, bâtir un argumentaire intellectuel solide et maîtriser les textes religieux. Le contexte international, les luttes dans différents pays musulmans ont aiguisé notre curiosité et notre soif de connaissance. La complexité de nos sociétés qui ont vu la sédimentation de plusieurs visions contradictoires.
Et l'impact des différents fonds d'acculturation, j'en ai déjà parlé, ont rendu plus complexe la situation de la femme et accentué sa marginalisation. Et je crois que seule l'éducation libère. Toute notre vie est dédiée à l'implantation d'une citoyenneté égalitaire et la lutte pour la démocratie. Sur ce chemin, la connaissance de la religion, des textes auxquels nous avons appliqué le principe de l'ijtihad, où l'effort d'interprétation fut d'un apport décisif. Que retenir des pouvoirs des femmes? J'en ai déjà parlé. Alors, je voudrais simplement m'arrêter sur la religion. Parce que c'est important. Mais avant cela, arrêtons-nous un peu sur les relations qu'entretiennent les hommes et les femmes et que l'on pouvait comprendre comment un pouvoir féminin se construit. Je l'ai déjà évoqué. Il faut aussi comprendre pourquoi les femmes occupent plus ou moins d'espace au sein de la société, la nature de l'espace qu'elles peuvent occuper, la nature des titres au sein de cet espace, car malgré les apparences, l'espace public est un espace où, sur le plan juridique, les femmes occupent très peu. Ça, c'est la modernisation qu'il a fait, mais pas l'histoire. Donc, l'espace économique, on a la domination du salariat, de l'économie informelle et l'espace de la femme, où la femme, comme travailleuse, peut se séparer de son assignation domestique, où elle peut construire une individualité autonome. L'égalité démocratique et la liberté salariale apparaissent donc comme la base de constitution du sujet féminin dans la sphère publique. À ces données juridico-politiques et économiques, elle pense qu'il fallait ajouter les modes de suggestion et s'intéresser surtout à ce qui change. L'égalité démocratique et la liberté salariale apparaissent donc comme la base de constitution du sujet féminin dans la sphère publique. À ces données juridico-politiques et économiques, elle pense qu'il fallait ajouter les modes de suggestion et s'intéresser surtout à cela. Il y a la question de la violence sous toutes ses formes, de la violence symbolique aux guerres, avec le cortège de malheurs qui ont un impact dévastateur sur les femmes, mais les guerres peuvent entraîner de nombreuses femmes vers des modes de résistance ou de transgression qui feront entrer peu ou prou sur la scène. Des phénomènes ayant eu lieu au Nigeria ont heurté les consciences et montré jusqu'où pouvait aller la cruauté à l'endroit des femmes. Je me souviendrai toujours de l'exemple de l'enlèvement des lycéennes de Chibok en 2014. La plupart des chrétiennes ou des combattantes islamiques du groupe sunnite du Boko Haram lors d'un raid dans le village de Chibok. Il y avait déjà cette affaire qui nous avait beaucoup marqué aussi, c'est l'histoire de la Nigérienne Safia Husseini, qui fut accusée d'adultère et condamnée par un tribunal islamique à être dilapidée à mort par les autorités religieuses de Sokoto. Donc tout cela ont réveillé en tout cas la nécessité de mieux connaître l'islam et de combattre la tyrannie, etc. Il s'agit de libérer la femme, signifie avoir accès à la connaissance, bâtir un argumentaire intellectuel solide et maîtriser les textes religieux. Le contexte international, les luttes dans différents pays musulmans ont aiguisé cette curiosité. Et alors, dès lors, toute notre vie, personnellement, se trouve dédiée à l'implantation d'une citoyenneté égalitaire et la lutte pour la démocratie. Sur ce chemin, j'avais fait de la religion, en tout cas, un élément essentiel de ma lutte. Alors, nous pensons aussi, on a cité une auteure, Hannah Arendt, mais n'oublions pas Michel Foucault, qui a consacré entièrement sa réflexion aux questions, je ne dis pas d'égalité, mais de lutte contre les violences. Alors, il faut une articulation, mais des pouvoirs, démultiplier les pouvoirs imbriqués dans le corps social, les débats, et puis revenir au débat. Alors, j'ai évoqué la citoyenneté, la légitimation. Peut-être que dans les débats, je pourrais revenir sur le rôle de la religion, comment on fait un féminisme islamique. Mais je voudrais, avant de terminer, parce que je vois que le temps file, avant de terminer, revenir sur le pouvoir politique. Alors, vous savez,
qu'un élément de la citoyenneté est un élément essentiel, c'est le vote. Que signifie le vote? C'est la clé pour moi de la citoyenneté pour les femmes. L'exclusion civique des femmes doit être prise en compte autrement que par les femmes elles-mêmes. Un des débats politiques sérieux chez les femmes reste celui qui porte sur leur corps. Là, on voit toute la ténacité, l'anxiété de résistance concernant l'excision, les grossesses, l'IVG, les viols, infanticides, féminicides. Pour les femmes, existe-t-il encore une place pour d'autres types de débats parce qu'elles sont centrées essentiellement autour des questions que je viens de citer? Comment comprendre les enjeux? Ce qui signifie, dans un premier temps, aborder le sujet et entrer à la femme, vraiment. Ensuite, voir les enjeux politiques du moment et les mécanismes de conquête de pouvoir. Quels sont les enjeux politiques du moment et les mécanismes de conquête? Là, je passe très rapidement. Il s'agit simplement, dans une période de construction de l'identité féminine, elle doit s'ancrer dans une intériorisation par les femmes des normes qu'énoncent les discours masculins. L'accent doit être mis sur les dispositifs assurant l'efficacité de cette violence symbolique qui, comme l'écrit Pierre Bourdieu, ne réussit pour autant que celui ou celle qui l'a subi et qui contribue à son efficacité. Un objet majeur de l'histoire des femmes est donc l'étude des discours et des pratiques déployées sur des registres multiples qui garantissent ou qui doivent garantir que les femmes consentent aux représentations dominantes, de la différence entre les sexes, ainsi la division des tâches et des espaces, l'infériorité juridique, l'inclusion scolaire des rôles sociaux, l'exclusion de la sphère publique. Alors, ces temps-ci, il y a une photo qui circule dans les groupes de femmes, c'est-à-dire toutes les femmes qui ont des responsabilités dans la région de Louga. Il s'est trouvé que la préfète, commissaire de police, un agent chef des eaux et forêts, elles sont 4 ou 5, les militaires, ce sont toutes des femmes. Et on a pris la photo, ça veut dire que là, c'est nouveau, parce que le domaine où la virilité s'est réfugiée pendant très longtemps dans nos sociétés, c'est l'armée. Ça a été l'armée, mais aussi la haute administration sénégalaise. Les choses sont en train de changer, même s'il y a beaucoup à faire. Parce que, simplement, il nous faut avancer. Il y a les lois qui sont votées, 2 lois importantes de mon point de vue, même si je suis très critique par rapport à la deuxième loi. La loi, en tout cas en 1999, criminalisant l'excision, votée sous Abdou Diouf, et la loi sur la parité 2011, votée sous Abdoulaye Wade. Ces 2 lois ont fait faire des bons, c'est vrai, pour les femmes, mais on pourra aussi relativiser et discuter. Et moi, pourquoi j'avais critiqué la loi sur la parité, je pourrais y revenir. Donc, les représentations, il faut reconnaître ainsi les mécanismes, les limites et surtout les usages du consentement et de bonnes stratégies pour corriger le privilège longtemps accordé à l'histoire des femmes aux victimes, les rebelles, actives ou actrices de leur destin, aux dépens des femmes passives, estimées trop aisément consentantes à leurs conditions, bien que justement la question du consentement soit tout à fait centrale dans le fonctionnement d'un système de pouvoir, qu'il soit social ou sexuel. Un fait que je voudrais aussi souligner, c'est que pendant très longtemps, quand il y a eu l'école a été introduite, tout ça, je suis passée très rapidement sous la colonisation. Pourquoi la colonisation a implanté l'école, qui fait la différence, l'agriculture extensive qui donnait pouvoir aux hommes, la monétarisation, l'organisation des coopératives où les femmes étaient exclues, même si elles étaient dans l'agriculture et tout. Et ce qu'il faut retenir de cela, c'est que toutes ces femmes qui étaient exclues et qui ont été larguées par les hommes dans le cadre de l'école et dans le cadre des études, etc., pendant longtemps, les luttes des femmes se sont focalisées justement sur les femmes, les filles à l'école, le fait de les maintenir à l'école
Aujourd'hui, c'est dans l'enseignement supérieur et je dis toujours que les premières filles à entrer à l'université dans notre pays sont encore là. Elles sont les Fatou Sow, Henriette Diabaté du Côte d'Ivoire, Madeleine de Senghor ici, et ce n'était qu'en 1960, c'est avec l'indépendance du Sénégal. Sinon, on a demandé aux femmes de reproduire simplement les rôles qu'elles jouent dans la famille, dans la société. Elles étaient sages-femmes, elles étaient institutrices, elles étaient éducatrices, tout simplement parce que ce sont les rôles que la société leur assigne à l'intérieur de la sphère privée. Donc, je vais bientôt m'arrêter. Le rapport de domination, l'essentiel n'est donc pas de poser terme à terme une définition historique et une définition biologique de l'opposition masculin-féminin, mais plutôt d'identifier pour chaque configuration historique les mécanismes qu'énonce et représente comme une donnée naturelle, donc biologique, la division sociale, donc historique des rôles et des fonctions. La chronologie des mutations est dictée par les sources qui sont elles-mêmes la traduction de ces mutations globales. Le fort engagement des femmes dans l'action politique et dans la production du discours public pour éviter leur exclusion de la citoyenneté, l'inertie sur la longue durée nous renvoie à la corrélation entre le droit et la démocratie. Alors, on pourra revenir sur les questions de démocratie parce qu'il faut s'arrêter si nous voulons avoir un débat. Au nom du droit naturel, on réclame l'égalité complète des deux sexes dans le droit public comme dans le droit privé. À partir de là, le mariage devient un contrat civil, social et le divorce se fonde comme partenaire du droit consentement mutuel. Alors, je termine très rapidement sur les différentes mutations ici au Sénégal. Première chose importante qu'il y a eu, c'est quand on a obtenu l'indépendance en 1960. Le président Senghor avait fait quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire créer un comité des options qui était dirigé par le président du Conseil, Mamadou Dia. Et ce comité des options avait comme objectif de réfléchir à l'élaboration du code de la famille. Et ce code de la famille n'avait pas seulement comme objectif, si vous voulez, de donner des droits à la femme, ça fait partie, mais de faire de la femme l'instrument de modernisation de la société. Et ce code de la famille avait comme premier objectif une généralisation de la citoyenneté, parce qu'on le sait, dans notre pays, et pendant la période coloniale, il y avait 3 types de droits. Il y avait le droit coutumier, la charia sur les affaires surtout de la famille, et le code napoléonien qu'on appelle, il fallait aller vers une formalisation, avoir une réaction de façon, si vous voulez, concrète, ou une disparition de façon concrète de ce qu'on a qualifié jusqu'ici du système de l'indigénat. Ça, c'était l'objectif principal du code de la famille. Et on devait y arriver par l'introduction de la modernité à travers la femme. C'est à partir de là, donc les péripéties du code, on pourra y revenir, mais c'est à partir de ce code Senghor va instaurer ce qu'on appelle le féminisme d'État. Et ce féminisme d'État, le code sera voté en 1972, promulgué en 1973, et le féminisme d'État, il fallait introduire la femme dans le développement économique et social, avec des faits très limités, comme l'énergie, le changement dans l'énergie, le maintien des filles à l'école, le fait de régler les problèmes des maternités, etc. Des choses vraiment élémentaires à l'époque. Et pendant toute cette période, jusqu'en 1978, avec la création du secrétariat d'État à la condition féminine, c'était l'IFD et qui continuait. Il faudra attendre les années 80, les politiques d'ajustement structurel pour voir d'autres revendications par les femmes et la naissance d'un mouvement féministe sénégalais à travers Yewiye, etc. Là où on avait les mouvements des femmes dirigés par, comme Tata Annette Baïderneville, avec la Fédération des associations féminines. Et ce qui était intéressant à partir des années 80, pour la première fois, les femmes vont avoir des revendications sur le plan économique.
Et 90, ce sont les revendications sur le plan au niveau de la démocratie, avec l'accès des femmes aux instances de prise de décision. Et s'il y a eu l'alternance en 2000, c'est parce que les femmes ont changé leur façon de voter. Elles ne votent plus en fonction justement de leur parti politique. Elles ne votent plus seulement en fonction de la vision du mari ou des enfants. Elles votent pour la première fois. C'est ce vote autonome qui a été révolutionnaire pour amener l'alternance en 2000. Et à partir, je vais terminer bientôt, et à partir des années 90, 2000, maintenant, c'est l'accès aux instances de prise de décision, loi sur la parité, l'accès aux ressources, etc. Et ça, nous sommes dans une phase où, par exemple, je prends le cas de l'agriculture, sans les femmes, nous n'irons jamais à l'autosuffisance alimentaire. Il faut corriger ce que la colonisation a fait et essayer d'avoir une modernisation de l'agriculture avec l'introduction de la femme dans cette agriculture, seul gage d'une si vous voulez, d'un accès à l'autosuffisance alimentaire. Je crois que j'ai fait un large tour d'horizon. Maintenant, je vais m'arrêter là et après, nous allons maintenant ouvrir les débats. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Vraiment, merci infiniment, professeur, pour cette communication, en tout cas d'une grande richesse intellectuelle. Je pense que vous avez été vraiment généreuse, en tout cas en termes de communication, de savoir, de partage, et ça fait vraiment plaisir. Donc, j'espère que je pourrai, en tant que docteur, intervenir essentiellement sur les points clés, en tout cas, de votre communication. Il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. Et ce que je retiens principalement de votre intervention, c'est une réflexion globale, surtout sur la place des femmes dans l'histoire, la société, les systèmes de pouvoir, surtout avec une idée directrice forte. La femme ne doit pas être pensée comme une catégorie secondaire, mais comme un être pleinement humain et surtout inscrit dans la condition humaine, ce qui fonde naturellement, en tout cas, la question de l'égalité. Vous montrez ensuite aussi que les inégalités actuelles ne peuvent pas être comprises sans, par exemple, un regard historique. Donc, c'est le produit de plusieurs transformations majeures, notamment la colonisation, qui a introduit une lecture qu'on peut qualifier de binaire, d'hiérarchiser des rapports entre les hommes et les femmes en Afrique. Alors, par exemple, de nombreuses sociétés reposaient peut-être sur d'autres logiques comme la seniorité, la complémentarité, ou peut-être encore des systèmes matrilinéaires de transmission. Et dans cette même perspective, vous avez insisté, je pense, sur le fait que les femmes ont toujours été centrales dans les sociétés africaines. Elles ont occupé des rôles essentiels dans la sphère domestique, économique, sociale, intellectuelle et même spirituelle, mais aussi parfois politique et militaire. Donc, c'est structurel, même si leur accès aux formes suprêmes de pouvoir a été plus limité ou invisibilisé, on va dire. Et vous appuyez cette idée par des exemples historiques comme les Amazones du Dahomey, qui illustrent une organisation militaire féminine. Il y a Santewa, symbole de résistance politique, Zinga Mbande, figure de stratégie, ou encore Yenenga, associé peut-être aux origines d'un peuple. Vous montrez aussi que la présence des femmes est inscrite dans les récits fondateurs et la mémoire des territoires, avec le peuple baoulé, qui est associé à une reine fondatrice dans son récit d'origine, et la ville de Tombouctou, etc. Vous insistez aussi sur le fait que les systèmes anciens sont souvent marqués par des logiques matrilinéaires et des formes d'autorité féminine religieuse qui ont progressivement été transformées par des influences coloniales, mais aussi par certaines religions. Le christianisme, l'islam ont parfois peut-être contribué à renforcer des structures patriarcales, peut-être en modifiant les équilibres anciens. Mais vous avez nuancé quand même, en montrant que les femmes ont résisté à ces transformations en investissant les espaces religieux populaires et peut-être en maintenant des formes d'autorité symbolique. Et enfin, je retiens que vous avez aussi insisté sur la nécessité de réécrire l'histoire et de travailler la mémoire collective, notamment à travers les musées, les recherches et les théories politiques. Il s'agit de rendre visibles les femmes, de comprendre leur rôle réel dans la construction des sociétés. C'est surtout pour revenir, pour ceux qui viennent de nous rejoindre peut-être, pour revenir essentiellement sur la communication du processeur. Et je pense que dans ce même prolongement d'idées, vous avez élargi la réflexion en soulignant que l'enjeu n'est pas uniquement l'égalité, mais la lutte aussi contre les violences et les formes d'exclusion. Et vous avez évoqué la nécessité d'articuler les différents niveaux de pouvoir dans le corps social. Et enfin, vous êtes revenu sur la question du
vote comme élément central de la citoyenneté des femmes, en rappelant que leur exclusion civique reste un enjeu majeur. Et vous soulignez aussi que les débats politiques concernant les femmes restent largement encore, en tout cas, centrés sur leur corps à travers des réalités telles que l'excision, les grossesses, l'IVG, les viols, les infanticides ou les féminicides, ce qui montre en tout cas la pertinence de fortes violences. En définitive, ce que je retiens, c'est que l'intervention montre que les femmes africaines ont toujours en tout cas été des actrices majeures de l'histoire, fondatrices, dirigeantes, résistantes, détentrices de savoir et figures spirituelles, mais que leur rôle a été progressivement invisibilisé ou réduit par les systèmes patriarcaux, coloniaux, des configurations religieuses, d'où la nécessité aujourd'hui peut-être de restaurer, on en saura quelque chose avec les discussions, leur place dans la mémoire, dans la citoyenneté et dans la pensée politique. Mais si vous le permettez, professeur, je souhaiterais revenir sur quelques points soulevés par votre intervention, avant peut-être de donner la parole au public. Vous avez montré que les femmes ont été historiquement centrales dans de nombreuses sociétés africaines, avec des figures comme Zinga, Yenenga, les Amazones du Dahomey, ou encore des récits fondateurs liés en tout cas à des figures féminines, comme à Tombouctou ou chez les Baoulés. Et pourtant, cette centralité n'a pas toujours débouché sur un accès durable au pouvoir institutionnel, ni sur une reconnaissance, par exemple, dans les récits historiques dominants. Comment aujourd'hui vous expliquez, par exemple, ce décalage entre le rôle réel des femmes dans l'histoire et leur invisibilisation ou limitation dans les structures formelles de pouvoir et de mémoire? Vous avez insisté sur le fait, par exemple, que la colonisation a rigidifié les rapports de genre, mais aussi que leur transformation et certaines lectures ont contribué à redéfinir le contexte, le statut en tout cas des femmes. Dans ce contexte, est-ce que vous considérez que les États africains post-coloniaux ont réellement déconstruit ces héritages multiples ou, au contraire, ils ont reproduit sous d'autres formes ces structures de domination dans le politique et le social? La première question me donne l'occasion vraiment d'expliciter ce phénomène, l'accès durable au pouvoir. C'est parce qu'en Afrique, le continent est un continent qui a été éprouvé au cours de l'histoire. Et disons, l'évolution normale de notre histoire a été stoppée, subvertie, réorientée, désorganisée, et c'est ce qui explique la disparition, de mon point de vue, des femmes de ces pouvoirs institutionnels. Le premier contact qu'on a eu avec l'Occident, c'est quand les Portugais sont venus s'installer en 1445 à Arguin. Et c'est le début d'une relation qui va déboucher sur la traite négrière du XVIIIe siècle. Et il y a un paradoxe. Au XVIIIe siècle, il y a les États côtiers qui sont des États esclavagistes qu'on va retrouver ici au Sénégal, en Côte d'Ivoire, avec les Ashanti, etc. Et le pouvoir qu'on avait, où la femme pouvait jouer un rôle important, à partir du moment où il y a une certaine forme d'accumulation des richesses, ce pouvoir a été pratiquement arraché des mains des femmes, malgré le fait qu'elle ait été au cœur de certaines formes de résistance. On prend le cas des villes qui deviendront les 4 communes, Gorée, Saint-Louis, etc. Qu'est-ce qu'on a noté pendant la période de la traite négrière? D'ailleurs, ça a été une constante chez le colonisateur, et ce sera une constante chez les premiers hommes politiques ou chez les hommes politiques de façon générale dans nos sociétés. Les femmes ont été utilisées pour pénétrer à l'intérieur, pour pénétrer la société, premièrement, avec l'organisation. On le voit dans l'ouvrage d'Adanson. On le voit dans cet ouvrage, il explique que pour pénétrer la société, il fallait passer par les femmes en organisant des mbahal, etc. Mais pour la première fois, les premières formes d'entrepreneuriat féminin remontent au XVIIIe siècle, pendant cette période de la traite négrière, avec l'existence des femmes signares qu'on retrouvait à Gorée, à Saint-Louis, qui ont pu participer à la vente d'esclaves, à la possession d'esclaves, et qui ont eu à accumuler un peu d'argent. Et le rapport avec l'homme blanc va
transformer un peu notre société. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, avec les fonds d'acculturation que nous allons connaître, que ce soit les fonds qui nous viennent de l'Occident ou le fonds qui nous vient du monde arabo-musulman, au contraire, ce sont les mécanismes qui sont liés à ces fonds qu'on va utiliser pour marginaliser la femme et l'exclure définitivement de l'exercice, en tout cas, du pouvoir moderne. N'oublions pas que parmi les figures de la résistance pendant la période coloniale, vous avez ici au Sénégal différentes reines, et j'ai expliqué même en présentant tout à l'heure que les femmes des classes supérieures, elles participaient véritablement à cela, mais on a eu ces femmes qui ont été dans la résistance. On prend, il y a les reines du Wallo, les femmes dans certaines régions, contrées, mais surtout, pendant la période coloniale, il y a eu des mouvements dirigés par des femmes. Ici, on a eu Aline Sitoé Diatta, qui est une figure, si vous voulez, emblématique de la résistance du Sud et le refus de participer à l'effort de guerre pendant la période coloniale. Mais vous avez le phénomène des femmes qui ont quitté Abidjan pour marcher jusqu'à Bassam. On a un bel ouvrage écrit par Henriette Diabaté sur ça. Pourquoi faire? Pour demander la libération de leurs maris, de leurs frères, etc., qui étaient maintenus par l'administration coloniale à Bassam, parce qu'il y avait des révoltes politiques, et ces révoltes politiques ont expliqué pourquoi ils étaient maintenus en prison, et les femmes demandaient qu'ils soient jugés ou libérés, tout simplement. Et je vous renvoie aussi au roman de Ousmane Sembène, Les bouts de bois de Dieu. Les femmes, le rôle qu'elles y jouent pendant toute cette période, si vous voulez, de grève du chemin de fer qui a duré très longtemps, et qui était un début, je pense, il faut l'admettre, de ce que sera les mouvements contre la colonisation à partir de cette période. Donc les femmes ont joué un rôle très important. Les États africains post-coloniaux n'ont pas réagi, n'ont pas changé les choses, la donne, pour différentes raisons. D'abord, les femmes étaient exclues des études modernes. Pendant la période de la lutte, on le voit, les premiers intellectuels africains et particulièrement sénégalais qui ont fait leurs études en Europe, quand ils se mariaient pas avec des femmes sénégalaises, ils épousaient des femmes européennes, des femmes issues de la diaspora, etc. Mais très peu épousaient des femmes sénégalaises, parce que les femmes sénégalaises n'avaient pas fait les mêmes études que ne se retrouvaient dans les mouvements étudiants en Europe. Très peu avaient milité dans les mouvements, et celles qui résistaient à la colonisation, elles étaient là. Et le fait, et certaines figures est en train de faire revenir certaines figures comme les Tchumbe Sambe, etc. Mais c'est ce qui explique. Et on a utilisé l'islam, la colonisation pour continuer ou théoriser l'infériorisation de la femme. C'est-à-dire, moi, je pense, c'est le contact avec le monde extérieur, l'évolution de nos sociétés qui n'ont pas connu, qui ont été en rupture. Il y a une certaine forme de rupture dans l'évolution de nos sociétés et les mutations. Et ça, ce sont les femmes qui ont payé le prix le plus fort, parce qu'elles ont été marginalisées à partir de ces phénomènes-là. Merci beaucoup, professeur. Vous voulez revenir sur un point précisément avant qu'on enchaîne avec... Ça dépend de vous. Ça dépend si vous voulez que je revienne sur un point. Sinon, on peut écouter les autres, et au fur et à mesure, peut-être qu'on a des questions, et je pourrais répondre et arriver à certains approfondissements. Voilà. D'accord. Alors, nous allons, merci en tout cas, professeur, pour ces échanges complémentaires. Nous allons à présent ouvrir la discussion avec le public. Je rappelle que les questions doivent être brèves et précises afin de permettre plusieurs interventions. Pour les interventions commentées, peut-être 1 minute à 2 minutes, s'il vous plaît. Donc, c'est ouvert. J'essaie de vérifier déjà avec le chat. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Alors, je vois une intervenante qui dit qu'elle est très heureuse, en tout cas, ou très heureux de prendre part à ce brillant exposé sur les questions de la femme. Il est doctorant autant pour moi, et travaille sur statut et dynamique du personnage féminin dans quelques romans féminins africains. Sa question, c'est:
quel livre vous recommandez pour interroger le statut de la femme pendant l'Afrique ancestrale? Malheureusement, l'essentiel de ces ouvrages sont écrits par des hommes, mais la figure de la femme, je l'ai expliqué, est surtout utilisée pour renforcer les questions liées à l'unité culturelle, à l'originalité de notre culture, au matriarcat. Et ce sont les hommes, curieusement, qui défendent beaucoup plus le matriarcat que les féministes africaines de façon générale. On ne peut pas ne pas prendre en considération l'ouvrage de Cheikh Anta sur l'unité culturelle en Afrique, l'Afrique noire précoloniale, parce que ce sont des ouvrages qui construisent, si vous voulez, autour de l'image de la femme pour déterminer ce que c'est que la culture africaine. Je pense que l'unité culturelle, les fondements de l'unité culturelle chez Cheikh Anta, c'est la figure essentiellement de la femme. Même la poésie, que ce soit la poésie de Senghor, la poésie de David Diop, toutes ces poésies ont parlé justement de l'image de la femme. Et ce qu'il faudrait, peut-être, il y a un ensemble d'ouvrages qui ont été publiés au Codesria et qui sont écrits par les femmes. Je pense particulièrement, je vous ai cité l'ouvrage de Effie Amadjoume, comme je peux citer Ungendering Social Sciences avec Fatou Sow, Amina Mama, Aïcha Imam, etc. La contribution du Codesria avec les différents instituts, j'ai eu le plaisir d'avoir dirigé 2 fois l'Institut sur le genre, sur hommes-femmes entre sphère privée et sphère publique, diriger l'Institut sur comment on appelle ça, sur l'enseignement supérieur, les femmes, l'enseignement supérieur. Et tout cela, à mon avis, il y a eu beaucoup de publications au Codesria concernant les femmes. Il faut peut-être faire un tour à leur bibliothèque. Ensuite, chez les hommes, tout ce qui parlait de culture, d'histoire, accordait une place importante à la femme. Et puis, il y a des femmes historiennes, comme surtout au Mali, avec il y a Adam Bakonare, ses travaux sur Sonia Alibert, mais surtout ce qu'elle a fait, le dictionnaire de la femme malienne, ou si vous voulez, avec sur l'histoire de l'Empire du Mali, qui dit Sundiata parle de sa mère Sogolon Kedjo, qui a été justement à la base de cette force que représentait Sundiata Keita, ou encore la fin du roi du Soso. Et puis, ça sont les visages ambigus de la femme qui ont été instrumentalisés dans la défaite des autres ou la trahison pour permettre à un homme d'accéder au pouvoir. Il y a énormément de choses, mais il faut lire tous les historiens. Kizerbo, Catherine Kokri-Vidrovitch a écrit un ouvrage sur les femmes, par exemple, et le pouvoir, les femmes et l'histoire. Et il y a quand même beaucoup de choses sur l'Afrique où les femmes ont eu à jouer un rôle premier plan dans les études historiques. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Il n'y a plus de questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des interventions ou des questions, s'il vous plaît, du public? Alors, bon, peut-être que je vais revenir sur les LD Zainab Hadari, des femmes du califat de Sokoto, et l'immense rôle historique joué par Nana Asmaou, oui, la sœur du calife de Sokoto. J'avoue que c'est à cause de cet ouvrage de Jean Boyd sur Nana Asmaou, le Sokoto Caliphate, que j'ai commencé, ce qui m'a inspiré pour écrire mon texte sur Ndiaye Modi Girando. C'est un livre extrêmement important paru en 1992 et qui a été à l'origine du changement de perspective concernant les femmes dans la religion. C'est comme l'ouvrage de Fatima Mernissi, le harem politique et les femmes. Ça aussi, c'est un ouvrage absolument fondamental, en tout cas pour moi. Et j'avoue que tout ça, ce sont des livres qui nous ont permis, en tout cas, de transcender cette vision négative et marginale qu'on avait des femmes dans la religion. Maintenant, si vous voulez, je vais essayer d'évoquer un peu hein? Vous avez une question aussi, hein? Laquelle? Prof, je voulais savoir, tout à l'heure, vous avez parlé du vote, vous avez parlé du code de la famille. Aujourd'hui, par exemple, où les avancées juridiques coexistent encore avec de fortes inégalités dans la pratique, il faut le dire. Quelles transformations aujourd'hui vous paraissent, en tout cas aujourd'hui, prioritaires, institutionnelles, éducatives,
culturelle ou peut-être économique pour renforcer en tout cas le leadership des femmes en Afrique globalement? Vous savez, j'étais, quand on votait le Code de la famille en 2011, j'étais la seule femme intellectuelle, non pas le Code de la famille, la parité, à être contre la loi sur la parité. Je m'explique. Pour moi, la parité, ce n'est pas la loi qui fait la parité. Ce qui fait la parité, ce sont les transformations à l'intérieur de la société qui font la parité. Et paradoxalement, tant que les femmes luttent pour l'accès aux instances de prise de décision, aux ressources seulement, elles ne se focalisent pas sur les mutations fondamentales pour libérer l'individu en tant que tel. Et ces mutations, à mon avis, ce sont quand j'entends par exemple à l'époque le ministre de la Famille dire que la parité, elle se limite aux institutions, mais on ne la retrouve pas dans la mosquée, on ne la retrouve pas dans la sphère familiale, etc. Or, là, une loi sur la parité apporte fondamentalement des transformations sur dans la société, dans la famille, parce que les rapports vont changer partout entre les hommes et les femmes pour libérer la femme en tant qu'individu et lui permettre de jouer un rôle dans l'espace public beaucoup plus grand. Ça, c'était la première question que je me pose. Effectivement, le vote de la loi sur la parité a caché beaucoup d'autres aspects qui étaient importants. Dites-moi, par exemple, dans ce pays, qui est-ce qui discute de la polygamie? Personne. Or, est-ce qu'on peut aller vers une égalité homme-femme sans poser le problème des rapports au sein de la sphère familiale et de ce que c'est que la polygamie dans la société et ses implications? Ça, personne ne discute de la polygamie. Aujourd'hui, la femme sénégalaise, elle est voilée plus que la femme saoudienne. Par exemple, quand je vois les petites filles qui sont voilées, je dis, mais si vous allez à la Kaaba, les petites filles arabes, elles ne sont pas voilées. On ne les voile pas. C'est-à-dire, déjà, le voile renvoie, je ne dis pas infériorisation ou etc., ça, ce n'est pas mon problème, mais le voile renvoie à un schéma culturel différent de notre propre schéma culturel. Est-ce que nous n'avons pas notre mode vestimentaire qui renvoie à notre culture? Moi, c'est à ce niveau seulement que je me situe par rapport à cette question. Et on ne peut pas lui donner une connotation pour inférioriser la femme ou la reléguer dans la sphère privée ou ne pas lui laisser son corps qui ne lui appartient pas, comme dirait Fatou Sow. Mais c'est-à-dire, la question du voile, pour moi, renvoie à une question d'identité. La question de l'identité africaine, qu'est-ce que nous, Africaines, qu'est-ce que nous avons comme code vestimentaire, comme mode vestimentaire pour incarner notre propre culture? Ça, ce sont des débats qu'on ne mène pas dans notre pays. D'autres débats qui, à mon avis, sont exclus ici, c'est vraiment l'interprétation, la question de l'égalité. Quand moi, je fais de l'interprétation religieuse de l'islam, je lis le Coran avec deux dimensions. La première dimension, c'est ce qu'on appelle les sourates ibadat. Les sourates ibadat, ce sont les sourates sous la croyance profonde. Ce sont les versets courts, les sourates courtes de Médine, qui sont parmi les derniers chapitres du Coran. Et là, si vous voyez, c'était au moment de la construction du tawhid, de la croyance profonde, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Dieu s'adresse aux femmes comme aux hommes, ayyuhal mu'minin, ayyuhal mu'minat. Et c'est dans les sourates mu'amalat, quand il s'agit de questions de société, surtout les sourates qui sont descendues à la Mecque, où on va avoir justement une interprétation. Et l'interprétation, on le voit, c'est par cercle concentrique. On a les textes religieux, comme le Coran, les hadiths, mais il y a après le 3e siècle, l'interprétation des oulémas et les écoles juridiques. Tout cela, il faut le prendre en considération et essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a et où se trouve, par exemple, l'importance de la femme.
Et on a dans l'histoire énormément de choses. Par exemple, le prophète lui-même, son comportement vis-à-vis des femmes était un comportement non seulement révolutionnaire, mais un comportement de rupture par rapport à ce qui existait dans l'Arabie de l'époque. On creusait des trous pour y enterrer les filles. C'est lui qui l'a interdit. C'est lui. Les femmes interpellaient le prophète. Et quand on interpellait le prophète, il y a certaines sourates qui descendaient et qu'on appelait les sourates, ce qu'on appelle Sabab al-Injil, Sabab al-Nujum, et ça descendait, c'est en réponse aux questions que posaient les femmes. Et alors, quand on me dit, par exemple, que chez les musulmans, on dit en général, oui, le témoignage d'une femme, le témoignage d'un homme vaut deux fois le témoignage d'une femme, deux femmes, un homme. Je dis, mais là, je ne suis pas d'accord parce que Aïcha, l'essentiel des hadiths, la sunna prophétique, mais c'est Aïcha qui l'a transmis à la postérité. Pourquoi? Et pour que personne ne remet en doute le témoignage d'Aïcha et ce qu'elle dit. C'est une femme. Khadija est la première personne à entrer dans l'islam et elle était une femme. C'est l'épouse du prophète et c'est elle qui protégeait le prophète quand il était sujet à ces comment on appelle ça, à ces moments de transe quand arrivait l'ange Gabriel. C'est le prophète, c'est Aïcha, c'est Khadija qui le protégeait et qui a été son mentor pendant plusieurs années. Et on me parle de la polygamie. Moi, je dis toujours, la polygamie l'islam est une religion fondamentalement monogame. D'abord, il faut savoir bien lire les sourates. Dans la sourate Nisa, la sourate 4. Et puis, il faut savoir que quand on dit que les femmes, quand on parle, d'abord, le prophète a interdit le fait d'hériter des femmes de son père, ce qui se faisait dans l'Arabie anté-islamique. Le prophète a tout fait, parce que je dis toujours que les prophètes ne sont pas des révolutionnaires, mais des réformateurs. Il a tout fait pour limiter la polygamie, mais mis des conditions telles que pour réussir ces conditions, il faut absolument en avoir les moyens, ce qui fait que la polygamie est une exception et non pas la règle. Et dans la charia qui a été élaborée, en général, normalement, on ne peut pas prendre une deuxième femme si on n'a pas l'aval de sa première femme. Tout ça, on le met sous le boisseau et puis on continue. Et les femmes n'en discutent jamais. Jamais pour limiter. Parce que la question et d'ailleurs, nous sommes dans des sociétés complètement schizophrènes où la mère joue un rôle de premier plan, l'enfant, ça c'est l'héritage de notre système matrilinéaire ou du matriarcat. Ensuite vient, et le père n'est responsable, l'oncle maternel qui continue à avoir une influence dans la sphère de sa sœur. Mais tout cela, on n'en parle pas, c'est-à-dire on ne discute pas véritablement de notre société. Aujourd'hui, est-ce que les femmes elles-mêmes, elles sont impliquées, par exemple, je donne un exemple seulement, impliquées dans la lutte contre le phénomène des talibés? Citez-moi les organisations de femmes qui s'en chargent. Or, quand on voit la déliquescence qu'il y a aujourd'hui dans notre société, le moment est venu, je l'ai dit aux femmes des daïras quand elles m'invitent, vous les daïras, vous devez vous assigner comme rôle la disparition du phénomène des talibés dans notre société. Alors, on ne discute pas des véritables problèmes qui vont nous mener au changement, mais on a la parité. Et je disais sous forme de boutade à Edinburgh à l'époque quand on se chamaillait sur la parité, je dis mais la parité elle est portée par une femme, quatrième épouse de marabout, créolisée, bardée d'or, etc. C'est-à-dire il nous faut poser tous ces problèmes-là si nous voulons avancer dans la société. Oh! D'accord. Oui, professeur, je pense que Madame Hadari est revenue sur des questions, en fait, en voulant que vous évoquiez parmi les domaines de pouvoir des femmes africaines, celui du leadership religieux, des femmes de califat de Sokoto. Je pense que vous êtes revenu essentiellement sur ça. J'ai vu quand vous avez abordé la question du voile avec les jeunes filles et autres à la Mecque. Même des enfants, j'ai vu une réaction de Monsieur Diop qui demande et les greffages, ça renvoie à quoi alors?
C'est pareil pour moi. C'est-à-dire tout ce qui, par exemple, je regrette beaucoup. Ma mère était une grande tresseuse. Elle savait faire de jolies tresses. Je me dis, si nous continuons avec les greffages et tout ça, nous allons perdre ce patrimoine extrêmement important de la coiffure dans nos sociétés. Vous savez, les femmes, elles savaient se coiffer, faire des coiffures avec les bijoux en galam. Nous avions notre art et notre culture de la beauté. Malheureusement, nous sommes en train de tout perdre parce que simplement, et d'ailleurs, l'explication qu'on donne, on dit que beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à acheter des greffages préfèrent se voiler. Alors, c'est un vrai problème, cette question-là. Préfèrent se voiler parce qu'elles n'ont pas les moyens. Tous les rajouts qu'on a. J'ai entendu un jour quelqu'un dire à RFI, la coiffure des femmes en Afrique explique un peu le désordre qu'il y a en Afrique. Mais c'est-à-dire la façon de faire, le khessal, ces formes de coiffure, les rajouts des ongles, les rajouts des cils, les rajouts de ci, de ça, des natures et des figures, la femme africaine. Ça, ce sont des débats que les femmes féministes ne mènent jamais dans nos pays. Et pourtant, ce sont des débats sur l'identité de la femme africaine, l'identité sur l'importance de nos cultures, notre tradition esthétique. Nous sommes en train de perdre notre tradition esthétique. Comme aujourd'hui, ce débat sur les noms de famille, on dit que si tout le monde porte les mêmes prénoms, et nos prénoms, et ça fait un problème, un tollé. Mais moi, je me dis, écoute, où est-ce qu'on va mettre tout ce patrimoine que nous avons? Nous, Africains, sommes-nous condamnés au renoncement de notre moi, de notre identité, d'être dépersonnalisés pour ad vitam aeternam? Ça, ce sont des questions de fond. Oui. Madame Hadari dit que les voiles ne sont pas fabriqués en Afrique, l'industrie est ailleurs, elle est lucrative. Alors, nous avons d'autres questions aussi dans le chat. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est moi qui ai posé la question, qui ai dit que je suis doctorant et je travaille statut et dynamique du personnage féminin. Je suis Amadou Gueto Diallo. J'ai une question à madame, au professeur, disons. Comment comprenez-vous aujourd'hui que les femmes sont souvent en première ligne quand il s'agit de freiner le développement ou l'épanouissement de la femme? Je prends l'exemple de l'excision, moi je suis guinéen. Il y a qu'elle est interdite par la loi, mais ce sont les femmes avec les petites filles qui le font, ce ne sont pas les hommes. Alors qu'elles pouvaient savoir les conséquences qu'elles vivent à travers cette pratique, parce que c'est sur elles c'est passé, mais elles ne prennent pas conscience. Ça, c'est un, deux. Quand il s'agit de 8 mars, on constate que les femmes préfèrent faire des fêtes que d'animer de débats, disons, où il faut réclamer les droits ou dénoncer les mal auxquels elles sont souvent victimes, disons, au quotidien. Cette prise de conscience de la femme, parce que c'est ce qui me pousse d'ailleurs de m'interroger sur les écrits des femmes sur elles-mêmes. Alors, pour les écrits, à propos des écrits, je dis toujours à mes amis que les hommes ne lisent pas les femmes, malheureusement. Et j'ai expliqué aussi que, au fond, tout ce qui se passe chez les femmes, on a fait un travail avec des chercheurs IRD, ça va paraître cette année, avec des chercheurs sur ma trajectoire. Et il y a un passage où j'explique un fait qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse. Il y avait une femme, c'était une voisine, dont la mère était d'origine mauritanienne, mais son père est un Bambara de Malicounda. Et cette femme, qui s'appelait Joma à l'époque, elle était mariée, un mariage grandiose, tout ce que vous voulez. Et au moment, c'est ce qu'on disait chez nous, qu'on appelle le djebele, au moment de la rendre à son mari, de la donner au mari,
le mari ne pouvait rien faire. Et on avait pensé que le mari n'était pas viril, avait des problèmes de virilité, etc. Pendant 3 jours, ça tournait ainsi. Et une s'est souvenue, peut-être qu'on l'a excisé, qu'on a fait l'infibulation sur elle. Il faut qu'on vérifie. On est allé chercher la vieille à Malikunda qui est venue à l'époque, c'était des rudimentaires. Elle est venue avec une lame et en plein jour, elle a percé le sexe de la femme. Et le mari est venu dardard dans cette matinée, je me souviens toujours, pour prendre sa femme. Et c'était une souffrance atroce. Pendant 3 jours, j'étais petite fille, j'ai vu cette femme, on a attaché une jambe ici, l'autre jambe là-bas, parce que si les 2 jambes se touchaient, c'était une douleur, une souffrance inouïe. Et pendant 3 jours, on a fait la fête. Pendant 1 semaine, on a fait la fête, sans tenir compte de la souffrance de la femme. Et ce sont des femmes qui font tout cela. Elles sont les gardiennes, disons, de la culture, mais pas toujours de la bonne culture. Et tout ça sont des questions que nous devons critiquer. Et il y a un travail quand même important qui a été fait concernant l'excision. Et ce travail fait sur l'excision a quand même permis d'avancer et qu'on a criminalisé. Et je dis toujours, c'était possible de criminaliser au Sénégal parce que la majorité ne pratique pas l'excision, mais il y avait des marabouts qui étaient opposés. Et je me souviens d'un grand marabout sénégalais qui était allé voir Abdou Diouf pour s'opposer à cela en disant que c'est par manque de respect à sa propre... Vous voyez la charge émotive, mais surtout la charge sur la conscience du président Diouf pour lui dire qu'on s'attaquait à sa propre mère parce qu'elle était excisée. Tu vois, un grand marabout qui est allé lui dire ça. Donc, malgré tout, ce pays, on a beaucoup résisté sur certaines questions, mais je ne suis pas très sûre qu'aujourd'hui, on puisse continuer à résister de cette manière-là. D'accord? Oui, je pense qu'on a d'autres questions, juste que je pense qu'il y a professeur Sorna Rosalie aussi qui intervient en disant que vos contributions, en tout cas, sont attendues au numéro RAC sur le leadership féminin en Afrique et invisibilisation de la femme dans l'espace public au niveau des plateformes numériques. Je pense que le lien est en commentaire, donc vous pouvez cliquer directement sur le lien ou copier le lien. Sinon, je vois 3 questions. Je pense qu'on va y aller très vite parce que le temps qui nous est imparti, je pense qu'on me signale ça derrière. Rapidement, nous avons Mandjara Kama qui est doctorante en sciences politiques spécialisée dans les questions de genre. Sa question à elle, c'est quand on parle d'Afrique matriarcale, est-ce une réalité sur laquelle on peut s'appuyer aujourd'hui ou est-ce un récit qui cache les inégalités actuelles? Nous avons aussi monsieur ou madame Barry, je ne sais pas vraiment, il y a juste écrit Barry. Ma question est de savoir est-ce que l'expression de femme au foyer est intrinsèquement un cliché? Et là où ça devient un cliché, c'est quand exactement? Et enfin, il y a Adam Abba qui demande comment les politiques publiques africaines aujourd'hui peuvent-elles s'inspirer des systèmes traditionnels pour promouvoir l'égalité. Merci beaucoup. Et il y a juste peut-être cette intervention de Madame Korkassal qui dit qu'elle a travaillé sur les femmes du mouvement de la négritude pour sa thèse de doctorat et que votre en tout cas, et d'autres historiennes l'ont beaucoup inspirée en tant que jeune étudiante à l'UQAD. Merci beaucoup. Toutes les questions sont très importantes. Femme au foyer, ça dépend. Par exemple, dans nos cultures, on a toujours pensé aussi que la femme, on dit elle est la gardienne des traditions, c'est moins reluisant, mais on dit que la femme, elle est le potomitan dans la société. C'est sur elle que repose pratiquement toute la société. Et vous savez, même dans le cadre de la polygamie, il y a certaines figures qui sont des figures très importantes. Par exemple, la AO dans la sphère familiale, la première épouse. Elle est la mère pratiquement de tout le monde. Et elle doit être respectée par ses co-épouses. Et elle a un rôle, si vous voulez, moral dans la famille. Et la sœur de l'homme, que ce soit le roi, la sœur du mari, elle est aussi
très respectés mais ces respects, aujourd'hui, se transforment pratiquement en tyrannie. C'est tout ce qu'on voit dans le théâtre populaire au Sénégal avec la belle famille, l'importance et les intrigues et les manipulations de la belle famille. Ça veut dire que même cette femme au foyer, on le voit. Par exemple, je donne toujours l'exemple de ces premiers intellectuels qui ont eu d'abord, ils n'ont qu'une seule épouse et c'est la femme qui gère tout. Et quand on y réfléchit, je donne l'exemple de tous nos collègues, que ce soit Souleymane Bachir Diagne, Mamadou Diouf, je prends le cas du défunt Madanissi. Leurs femmes ont été des femmes, elles ne travaillaient pas ou travaillaient très peu, mais elles ont géré l'autre pendant du mari, ce qui a permis au mari d'être productif sur le plan intellectuel ou de jouer un rôle de premier plan dans la société, dans la vie, etc. Mais en même temps, et c'est vrai pour tous ces premiers, les Martambo et tout ça, mais en même temps aussi, on voudrait, peut-être c'est le sacrifice que les femmes ont fait pour permettre à leur mari d'être comment on appelle ça, d'être des références historiques. Mais il faudra qu'on arrive à un moment où le mari comme la femme, et je dis toujours à Fatou Sow Patediagne, vous êtes véritablement le premier couple intellectuel que je connais. On peut le dire de Fatou Sall Diop et son mari Babali, etc. C'est-à-dire qu'on arrive à ce que la société puisse marcher sur ses deux jambes, sur ses deux pieds. Arrivera un moment avec la parité, normalement, ce sont des discussions qu'on aurait dû avoir, les transformations dans la sphère familiale, où le mari peut être resté à la maison, permettre à sa femme d'aller vaquer à ses occupations, de participer à la vie politique, etc. Notre société n'a pas encore atteint ce niveau. Il y a quelques exceptions seulement, mais ce sont les implications véritablement de la parité. Il faudra qu'on en discute. Et il y a des couples qui ont bien réussi sur ce plan-là, ou des femmes célibataires. Je dis toujours que le fait de rester seul chez la femme ou le nombre de divorces qu'on déplore, ce sont des signes aussi de la modernité dans nos sociétés. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme autre question aussi? Sur le code de la famille? Oui, le code de la famille n'est pas très appliqué. Il n'y a pas une appropriation du code de la famille véritablement. Et ça, c'est lié, à mon avis, au fait que nos sociétés ont plusieurs contentieux avec l'histoire. Nous n'avons pas connu une véritable révolution, une transformation. Nous avons une société, mine de rien, très conservatrice, où le schéma traditionnel demeure. La tradition, elle évolue, elle change, il y a des apports qui sont des apports importants, mais je crois que nous devons bâtir sur ce qu'on a. Par exemple, la figure de la mère, la femme Ao, la figure de la mère de Cheikh Ahmed. Montrer que les femmes, au fond, ce sont des personnalités fortes de notre culture et de nos identités. Et c'est autour de l'identité africaine que nous devons bâtir et construire l'avenir vers l'égalité. Mais cela suppose aussi qu'on fasse une critique en règle de ce qui se passe. Je fais une digression. La mixité. Quand je vais dans des réunions où il y a des religieux, toujours les femmes sont d'un côté, les hommes de l'autre. La dernière fois, j'étais invitée à participer à une conférence ici à la Gueule Tapée. J'arrive, j'attendais juste de monter sur le podium. Je me mets à côté d'un homme. On me dit, non, ça c'est la place des femmes. Je n'ai pas répondu et je suis montée au podium après. Mais ce que les gens ne savent pas, ils ne regardent pas bien autour d'eux. Quand vous allez à la Mecque, par exemple, pour le tawaf de la Kaaba, qu'est-ce qu'on voit? Les hommes et les femmes sont mélangés. Il n'y a pas d'homme ici, il n'y a pas d'homme là-bas, femme là-bas. Tout le monde fait le tawaf en même temps, homme, femme mélangés. Ça, c'est quoi? Ça veut dire que nous devons en faire une lecture de ce que doit être la mixité, y compris dans l'islam. Merci. Il faut toujours s'interroger. Oui, il faut toujours s'interroger, tant pour moi s'interroger, comme vous dites, cher professeur. Je pense qu'on n'en a jamais assez de ces discussions et qu'il y a toujours beaucoup de questions qui, il y a un certain Samsung SM. S'il vous plaît, juste une minute pour l'intervention, s'il vous plaît. Rapidement, on doit clôturer. Oui, allez-y.
Oui, allez-y, Samsung SM. Il n'y a pas de nom. Allez-y. Allô? Oui, allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, professeur. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Merci pour votre intervention, en tout cas très pertinente, qui suscite aussi d'autres débats. Mais malheureusement, le temps imparti ne nous permet pas vraiment de parler de toutes ces questions. Néanmoins, j'ai 3 points à soulever. Je suis docteur Sadio Aïssa, je suis expert en genre. Voilà. Donc, et sur la base aussi de mon expérience, je relève 3 points par rapport à l'évolution pour dire vraiment la situation actuelle des femmes qui, selon moi, a connu une évolution significative, mais il reste aussi beaucoup à faire. Donc, si vous prenez, par exemple, sur le plan religieux, vous l'avez bien dit, moi je pense que la religion a toujours dit que les femmes et les hommes ne sont pas identiques, mais ils sont égaux devant les droits et les devoirs. Voilà. Donc, c'est ça que des fois, les gens n'arrivent pas à faire cette nuance. Quand on dit égalité, c'est devant les droits. Et pour ça, nous avons beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont étudié le Coran. Mais malheureusement, quand elles prêchent, parce que les hommes, eux, quand ils prêchent, ils prennent toujours le côté qui les arrange pour dire chaque fois que voilà, la femme doit être soumise, la femme doit faire ceci, son paradis est sous, je ne sais pas, les pieds du mari, voilà. Alors que ils ne disent pas exactement, ils ne parlent pas exactement des problèmes que subissent les femmes dans le foyer par rapport à leurs devoirs. Les hommes aujourd'hui ont délaissé beaucoup, en tout cas je ne dis pas tous, mais beaucoup ont délaissé aujourd'hui leurs devoirs vis-à-vis du ménage. Comme vous avez parlé de la polygamie, comme vous l'avez dit, la polygamie n'est pas une recommandation, c'est une permission. Et pour la remplir, il y a beaucoup de conditions, on sait. Mais est-ce que les hommes remplissent ces conditions? Même pas. Aujourd'hui, même avec une femme, à peine vous arrivez même à remplir vos devoirs vis-à-vis de cette femme. Voilà, ça, c'est aussi une autre forme de violence, mais dont tout le monde se tait. Les femmes qui ont étudié le Coran, elles prêchent, mais elles ont peur de leur père homme pour parler, soulever des problèmes que vivent réellement les femmes dans les ménages. Aujourd'hui, nous au Niger, je suis du Niger, nous avons aujourd'hui à l'association islamique beaucoup de femmes aujourd'hui, quand vous partez chaque matin, qui viennent réclamer le divorce. Tout simplement, elles en ont marre. Et on leur donne 3 mois à aller revenir, 6 mois à aller revenir, 1 an à aller revenir. Mais il faut que l'homme décide. Alors que lui, il se lève un beau matin, il dit, bon, va chez vous, je te divorce carrément. C'est tout. Et c'est consommé. Voilà. Donc, pour dire que nous vivons beaucoup de problèmes, mais dont les femmes même n'en parlent pas. Sur le plan religieux, les femmes qui prêchent, elles n'en parlent pas. Et aussi, nous-mêmes en tant qu'intellectuels, aujourd'hui, le monde a pris plus une tendance matérielle que la défense des droits véritablement des femmes. Nous ne sommes plus solidaires entre nous. Ça, c'est un. Aujourd'hui, les femmes, les organisations féminines en général, je ne dis pas toutes, mais si vous remarquez, beaucoup aujourd'hui, elles tendent plus vers comment je veux faire pour accéder à un poste. Au lieu de défendre, c'est vrai, elles sont là pour accompagner l'État, pour alerter, par exemple, des fois s'il y a des fois des problèmes. Et aujourd'hui, si nous prenons, nous au Niger, aujourd'hui, même la loi sur le quota, elle n'est pas respectée. Pourtant, les organisations sont là. Personne ne réclame, personne n'exige, alors que aujourd'hui, cette loi nous permet même d'attaquer jusqu'à la justice pour défendre le droit. Mais non, comme on a un pied dans les ONG, on a un pied dans la politique, on est deux fois bloqué pour dire voilà la vérité, pour dire voilà on défend les droits des femmes. Ça ne peut pas évoluer, professeur. Avec cette mentalité, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile
pour que les femmes évoluent. Et aujourd'hui, elles ignorent presque les besoins même des femmes du monde rural. Nous fêtons les journées de la femme, nous fêtons toutes ces journées sans penser à ces pauvres-là. Peut-être que juste comme c'est par an, il faut aller juste leur donner quelques matériels, il faut juste aller donner quelques sacs de riz, autres, ça s'arrête là, il faut l'année prochaine. Alors qu'on est là, en milieu urbain, on danse, on boit, on prend nos repas. C'est-à-dire que moi, je vois qu'on a beaucoup à faire. Nos mamans ou bien nos soeurs d'avant ont beaucoup lutté, mais aujourd'hui, moi, ce que je remarque, la lutte a pris une autre envergure et la lutte aujourd'hui, le chemin qu'on a pris, je pense qu'on doit revenir repenser ce que c'est que les droits des femmes, la justice et également la lutte contre les violences contre les femmes et les jeunes filles, etc. Vraiment, le temps ne permet pas, je m'arrête là. C'est quelque chose qui fait très mal. Mais bon, il faut en discuter également. Mais comment trouver la solution, le juste milieu pour vraiment aller de l'avant? Je vous remercie et j'encourage vraiment cette conférence. Merci beaucoup, professeur. Professeur, vous voulez intervenir à ça ou Très rapidement. La prochaine fois, je raconterai à ma sœur ma rencontre avec les hommes du Niger quand IPF, il y a plusieurs années de cela, m'avait envoyé donner une conférence sur femmes et islam à Niamey. Une autre fois avec Mangone quand je suis allée, je lui raconterai. Autre chose que je voulais dire, tout dépend aussi de notre capacité. Les femmes prédicatrices en général, elles font que dire voilà ce que le Coran a dit, voilà, etc. On ne leur a pas encore donné véritablement les outils pour faire une analyse critique, souvent, de ce qu'elles ont appris. Deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que, je le disais avec mon ami Sidi Lamine, c'était les débats qu'on avait souvent à Walfadjri. Quand on prend, il m'a dit une fois, c'était au moment de la conférence de Dakar des femmes, oui, c'est le Coran qui dit que les hommes ont la darrage sur les femmes, que les hommes ont la supériorité sur les femmes. Je dis oui, c'est écrit sur le Coran, mais vous ne lisez jamais la suite du verset. Les hommes ont la darrage sur les femmes, à condition qu'ils arrivent à subvenir à tous les besoins de la femme. À partir du moment où ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins de la femme, cette darrage tombe ipso facto. Et je me souviens, mon professeur Mohamed Talbi avait fait une démonstration extraordinaire une fois dans Jeune Afrique sur ça. C'est-à-dire, vous n'y arrivez pas. Quand vous n'y arrivez pas, vous ne pouvez pas avoir la darrage. Ça, c'est le fameux Ligue Ndeye Agnoup Dom. Je l'avais décortiqué à l'époque en disant oui. Le fameux Ligue mais ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui ont les parents, qui ont les moyens pour les envoyer dans les meilleures universités, dans les meilleures écoles. Mais la femme du quartier populaire, qui n'a pas les moyens, qui vit et qui laisse son enfant dans la rue, etc., quelles que soient ses difficultés, elle a du mal vraiment à bâtir ce Ligue Ndeye, etc. Troisième élément que je soulignais, on dit oui, l'infériorité de la femme par rapport à l'homme, que la femme est issue de la côte d'Adam, etc., de la côte, et puis c'est Hawa qui a poussé Adam à manger la pomme et se retrouver. Je dis oui. Ça veut dire, je reprends simplement ce que disait Ibn Arabi, c'est parce que les femmes ont une certaine supériorité intellectuelle sur les hommes. Si les hommes se laissent manipuler par les femmes, ça veut dire que les femmes ont quelque chose de supérieur. Et Ibn Arabi nous avait donné aussi la réponse en disant oui, les hommes, Dieu a pris quelque chose de l'homme et avec la part qu'il avait gardée pour faire la femme, et ce qui veut dire que la femme a sa part en tant que femme, plus quelque chose que Dieu a tiré de l'homme pour mettre ça chez la femme, ce qui explique encore une fois une certaine supériorité de la femme. Alors nous avons développé ces arguments et ça faisait peur à l'époque à certains hommes. Mais je crois que nous devons aller dans cette direction, travailler et puis voir aussi toutes les femmes. Par exemple, chez les Nyassènes, Zainab Hadari connaît très bien cela. Chez les Nyassènes, les femmes de Cheikh Ibrahim Niass, les filles en général, c'est elles qui ont été enseignées comme Nana Asmaou dans beaucoup de pays africains, au Nigeria, au Togo, au Ghana, etc. Et elles ont joué un rôle
de premier plan dans le prosélytisme. Et je termine vraiment avec ça. Au fond, on a beau dire, un être humain peut ne pas avoir de père. Mais citez-moi un seul être humain qui n'a pas de mère. Tous les secrets de Dieu sont confiés au ventre de la femme. Et il y a une femme qui a une sourate entière dans le Coran et une autre sourate avec sa famille. C'est la sourate numéro 3, Ali al-Imran, qui est consacrée à la famille de Marie, la mère de Jésus. Et il y a la sourate Mariam, sur laquelle nous devons nous appuyer, nous femmes, pour bâtir l'autorité parentale. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, professeur. Je pense que la discussion a été très intéressante. Je vois qu'il y a Rosalie qui nous dit que la femme, en tout cas, qui vous remercie déjà pour votre brillante intervention et qui nous dit en réalité de montrer le rôle important de l'histoire dans la lecture et relecture de la place de la femme dans les sociétés africaines et que beaucoup de questions restent en suspens et il faudra de l'audace pour les jeunes femmes féministes pour en parler globalement. Il y a Madame Korkassal qui dit que la représentation et interprétation du Coran est faite par les hommes pour les hommes et que le patriarcat est tellement ancré dans nos sociétés qu'il faut ce genre d'espace pour questionner et repositionner le rôle des femmes dans nos pays. Il y a l'iPhone de Marie-Paul qui dit que la communication me semble être à l'étape fondamentale vers le retour des acquis historiques et le développement contemporain. Et exactement, il faut que toutes les femmes soient conscientisées, comprennent et discutent autour du consensus. En tout cas, merci infiniment, très cher professeur. En tout cas, pour la qualité de vos analyses, la clarté de vos propos et surtout la profondeur de vos perspectives. Votre intervention, en tout cas, je pense, a permis de revisiter essentiellement l'histoire des femmes, d'interroger les dynamiques de pouvoir et de mieux comprendre surtout les enjeux contemporains liés à la citoyenneté, aux violences, aux représentations du féminin en Afrique. Je tiens également à remercier chaleureusement l'ensemble des participants et participantes pour la qualité des échanges et leur présence active tout au long de ce séminaire. Avant de vous quitter, nous vous invitons en tout cas à vous abonner à nos réseaux sociaux afin de rester informés de nos prochains séminaires et activités scientifiques. L'intégralité de cette séance sera également disponible très prochainement sur la chaîne YouTube du LASPAD. Nous organiserons dans les prochaines semaines essentiellement d'autres rencontres dans le cadre de ce cycle de séminaires, notamment autour des thématiques de genre, gouvernance, politique publique et transformation sociale en Afrique. Encore une fois, un grand merci à la professeure pour la qualité exceptionnelle et merci à vous toutes et tous pour votre participation. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la prochaine séance. Merci.